Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une émission de partage. Que dis-je? Bienvenue dans une émission de plaisir et enfin, que dis-je? Bienvenue dans une émission de partage du plaisir cinématographique en ce qui nous concerne, car vous et moi ne sommes pas responsables de ce qu'il adviendra ensuite, même si j'espère que pour une fois, ce soir, plutôt que de vous rendre sur l'un de vos sites favoris, vous vous dirigiez tranquillement vers la plateforme arte.tv, car la chaîne Arte a mis à notre disposition, nous les cinéphiles adorateurs de contrées cinématographiques inexplorée, une partie de la filmographie de l'un des plus grands réalisateurs européens de la deuxième moitié du XXe siècle, dont on va vanter les mérites dans cet épisode, et j'espère vraiment réussir à vous convaincre de vous intéresser à son travail, car il s'agit, selon évidemment mon humble opinion, de l'un des meilleurs réalisateurs de son temps, dans la mesure où il a réussi à fusionner deux choses qui me passionnent, et nous allons pouvoir tranquillement parler de tout ça en évoquant la carrière et le talent de Monsieur Krzysztof Kieślowski. Alors de qui s'agit-il? Monsieur Krzysztof Kieślowski est un metteur en scène d'origine polonaise qui a globalement trois périodes dans sa carrière. La première en tant que réalisateur de documentaires, au cours desquels, plutôt des courts-métrages d'ailleurs, autour desquels en fait il illustrait un petit peu, il rendait compte de la vie des Polonais sous le joug du Parti communiste et sous le joug d'un gouvernement qui, avait quelques petites problématiques à considérer, disons, l'épanouissement et la vie quotidienne de son peuple. Et il en rend compte notamment en filmant le quotidien et l'usage des biens publics, en s'attardant par exemple à rendre compte de qu'est-ce qui se passe dans une gare en Pologne à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans l'hôpital public en Pologne à ce moment-là. Donc voilà vraiment une volonté globalement documentaire, assez classique, tout simplement de s'interroger au réel qu'il a en face de lui et d'en rendre compte à travers une arme qu'il est seul à posséder et à maîtriser de la façon dont il la maîtrise, la caméra et l'art cinématographique. Un art qu'il ensuite développera dans des longs métrages de fiction, mais toujours en gardant cet amour du réel, cet amour de l'ancrage politique, social, des sujets qu'il dépeint, et s'attardant à, cette fois-ci, venir iconiser cette réalité, non plus simplement pour en rendre compte, mais pour la transformer, la transfigurer en œuvre cinématographique, et finalement montrer que la vie de tout à chacun vaut cinéma. Pourquoi? Parce que la vie de tout à chacun est traversée depuis la nuit des temps par les mêmes passions, les mêmes colères, les mêmes désirs, que ce soit des désirs d'amour ou des désirs de violence, et que donc, peu importe d'où nous venons, peu importe le milieu social auquel nous appartenons, nous sommes tous dignes d'être des sujets de cinéma. Donc ça va être la réflexion, on va dire, un peu plus scénaristique, un peu plus politique qu'il va mettre dans ses films, mais surtout, partant du documentaire, il va y ajouter une démarche esthétique extrêmement intense, extrêmement puissante, qu'il ne va cesser de développer au fil de ses longs métrages, qui vont se concrétiser lorsqu'il va arriver en France, puisque Monsieur Kieślowski a fini ses jours dans notre beau pays du fromage, n'est-ce pas? Notamment en réalisant une trilogie dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'intitule Bleu, Blanc, Rouge, et qui est disponible sur Netflix. Voilà, vous avez Arte, vous avez Netflix, vous avez de quoi kiffer ce soir, mes chers amis. Alors pourquoi parler avec autant de véhémence de Kieślowski? Eh bien tout simplement parce que c'est un metteur en scène qui a réussi à synthétiser à sa manière, avec son rapport au monde qui l'entoure, avec ses envies de cinéma, ce fameux débat que j'évoque depuis toujours sur cette chaîne, à savoir la dichotomie image-tableau, image-fenêtre, c'est-à-dire l'image en tant qu'objet esthétique, dont on va observer les finitions, dont on va aimer le rendu esthétique, dont on va aimer les forces de proposition, et la regarder en tant qu'elle est sublime parce qu'elle est objet de cinéma, et le travail cinématographique qui, tout au contraire, a pour objectif de nous faire oublier qu'il est objet de cinéma et simplement nous plonger dans une illustration dépouillée, véritable et donc bien plus puissante quelque part, en tout cas c'est mon opinion, du réel tel qu'il a lieu. Et ce mariage, il est difficile, il est parfois impossible, mais certains metteurs en scène arrivent à transfigurer cela, chacun à leur manière, et arrivent à nous faire des films qui, en tant qu'objet cinématographique, sont sublimes, et en tant qu'ils rendent compte de la réalité et qu'ils nous font oublier le matériau cinématographique pour nous immerger dans le réel qu'ils dépeignent, ils y arrivent avec la même puissance, avec la même magie, bref, ce sont des génies. Et Monsieur Kieślowski, un génie, il en est un, et c'est ce dont nous allons parler dans cet épisode en nous attardant sur son long métrage « Tu ne tueras point », sorti en 1988, donc dans sa période polonaise, et qui, en son temps, remporta le prix du jury au Festival de Cannes. Alors on va faire une petite mise au point sur l'historique de ce film, parce qu'il est relativement intéressant, cet historique,
À la base, à la toute base, au fondement, n'est-ce pas, de la démarche artistique de son réalisateur, Tu ne tueras point n'est pas un long métrage. Il s'agit d'un épisode de série télé. Parce que Monsieur Kieslowski, non content de révolutionner le cinéma en arrivant à sa manière à faire coïncider image tableau et image fenêtre, est également parvenu à révolutionner la télévision en proposant l'une des séries considérées comme l'un des immenses chefs-d'œuvre cinématographiques de tous les temps, à savoir le Décalogue. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'est le Décalogue, il s'agit d'une mini-série d'anthologie de 10 épisodes, chacun reprenant l'un des 10 commandements. Voilà, tout simplement, donc tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne raconteras pas de mensonges, tu honoreras ton père et ta mère, etc., etc. Et partant de ces thématiques universelles, transhistoriques et philosophiquement, on va dire, au fondement de tous les récits mythiques des hommes, Kieslowski va venir les ancrer, comme à son habitude, avec le talent qu'il possède intrinsèquement, naturellement, et que nous lui envions tous, malgré le fait qu'il soit mort depuis près de 20 ans maintenant, il va venir réussir à ancrer ces thématiques universelles et intemporelles dans une réalité sociale précise, sa réalité sociale, celle d'une Pologne qui vit ces dernières années sous l'ère communiste. Et finalement, constatant un petit peu son propre génie, en tout cas c'est un petit peu l'interprétation que ça laisse à penser, eh bien Monsieur Kieslowski se dira, bon c'est peut-être un peu dommage que ce soit uniquement des épisodes de séries télé, et du coup je vais en prendre 2, et je vais en faire des longs métrages en les rallongeant. En fait, tout simplement, et cela nous a donné Tu ne tueras point donc, dont nous allons parler aujourd'hui, et également Brève histoire d'amour, sur lequel on va glisser un petit mot, parce que c'est un immense film, sorte de version romantique, drame social amoureux de Fenêtre sur cour d'Hitchcock, qui reprend un petit peu le même concept en fait, c'est-à-dire le voyeurisme d'un personnage masculin qui observe une femme par sa fenêtre de l'autre côté d'une allée, d'une rue, et ce dernier va finir par tomber amoureux d'elle à travers un travail sur le regard, sur la contemplation de l'autre, le tout dans une Pologne fin des années communistes. C'est un très 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 beau film, inspiré, si ma mémoire est bonne, du segment Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. C'est un sublime moment de cinéma à passer, une très très belle histoire d'amour, et je vous invite toutes et tous à prendre du plaisir cinématographique en regardant cet homme observer une femme. Voilà, n'hésitez pas, la mise en abîme du plaisir cinématographique est ce pourquoi nous vivons tous. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, trêve d'amour, trêve d'espoir, trêve de beauté, nous allons parler de tragédie, nous allons parler de décrépitude, nous allons parler d'apocalypse, nous allons parler de l'essence intrinsèquement violente de l'être humain, bref, nous allons parler de Tu ne tueras point. Alors résumons un petit peu le bordel. Tu ne tueras point nous raconte l'histoire de 3 personnages différents, lesquels coexistent les uns entre les autres dans un milieu urbain en pleine décrépitude. La Pologne de l'époque, donc, nous l'avons compris, que notre cher monsieur Kieslowski n'appréciait guère, disons, comprenons-le. Il faut dire que le parti lui en a mis un peu plein le cul pour certaines de ses œuvres précédentes qui ont été moyennement bien accueillies par la sphère politique de l'époque, voilà, disons-le comme ça. Et c'est dans ce contexte-là que 3 personnages vont se côtoyer. Un jeune homme en pleine déshérence, en quête d'argent, en quête de sens à sa vie, un chauffeur de taxi qui va croiser sa route, laquelle va finir de façon funeste, et enfin un avocat qui en viendra à défendre celui qui a commis l'irréparable. 3 personnages, 3 destins qui coexistent et qui finissent par se rencontrer au cours d'un acte, un meurtre, qui scellera l'avenir des 3. Et je dis c'est l'histoire d'un meurtre, mais en fait c'est faux. Ce n'est pas l'histoire d'un meurtre, c'est l'histoire de 2 meurtres. Le meurtre commis par le jeune, 21 ans, qui assassine ce chauffeur de taxi, et le meurtre commis par l'État polonais qui le condamne à la peine de mort. Car oui, monsieur Kieslowski nous fait un film politique. Et je veux juste glisser un petit mot là-dessus, parce qu'après on va parler d'autre chose, de la puissance esthétique du film en tant que tel, parce que c'est vraiment un vrai moment de cinéma qu'il faut considérer indépendamment de son impact politique, mais c'est quand même dommage de ne pas un tout petit peu l'évoquer. Tu ne tueras point est un film qui a eu énormément de retentissement en Pologne à l'époque, à tel point que l'histoire nous dit, alors je ne suis pas un expert de l'histoire judiciaire de la Pologne, donc je ne peux pas affirmer ou infirmer cette affirmation, mais l'histoire nous dit que c'est suite à ce film que le débat sur l'abolition de la peine de mort a été lancé et qu'aujourd'hui ce pays ne condamne plus à mort ses ressortissants. Voilà, donc c'est dire l'impact civilisationnel qu'a eu ce film dans son propre pays, et puis rien que pour ça, rien que pour la puissance politique dont ce film a fait preuve, c'est important de le formuler, mais
Puissance politique certes, mais puissance esthétique d'abord, puisque vous le savez, les films avec un message ne sont rien sans le talent de mise en scène qui les porte. Et Dieu qu'il y a du talent là-dedans, Dieu qu'il y a de l'émotion, parce que oui, moi on me dit que c'est un grand film politique, oui, moi on me dit que c'est un film qui a changé son pays à son époque, mais moi c'est pas ça que je vois. Moi, spectateur français de 2021, ce que je vois, c'est un immense coup de poing esthétique, à tel point que je peux vous affirmer que je n'ai jamais vu, et que vous non plus, vous n'avez jamais vu un film comme ça. Parce que, par quoi commencer lorsqu'on évoque la puissance esthétique et la radicalité de la mise en scène de Kieslowski, sinon par l'image. Décrivons un peu cette image, et observons comment est-ce que, par des choix simples, mais des choix tous cohérents les uns avec les autres, et d'une puissance évocatrice sublime, Kieslowski parvient à nous rendre un poème tragique de forme et de fond. Cette image que je vous évoque, je vais tenter de vous la décrire à celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas vu le film. C'est une image que je qualifierais de brûlée. C'est-à-dire que nous avons 3 couleurs dans ce film. 3 couleurs et c'est tout. Qui évidemment se déclinent en teintes plus ou moins prononcées. Nous avons le orange. Un orange brûlé qui tire vers le sépia. Nous avons le vert couleur de la décrépitude, de la décomposition, et nous avons le noir qui vient boucher des parties entières de l'image, à tel point que, parfois, dans certains cadres, il y a 50% du cadre qui est juste noir. Et nous ne voyons rien de ce qui se passe. Essayez de vous imaginer ce qui se passerait si vous brûliez une pellicule, donc vraiment vous mettez le feu à l'objet, et vous la passez ensuite dans un projecteur. Et je pense que ça donnerait à peu près quelque chose de ce type-là. C'est-à-dire une image qui a des effets de vignette tellement prononcés que parfois 50% de l'écran ne sert à rien, comme s'il avait été détruit, et qui par ailleurs, dans les images restantes, nous offre des teintes à la fois dégueulasse, parce que ce vert décrépit, moi personnellement, il me dégoûte, et il s'articule évidemment magnifiquement bien à un travail de la décrépitude générale que l'on va évoquer ensuite, et surtout il y a ce orange, ce sépia qui remplace les blancs, ce sépia qui remplace le ciel, ce sépia qui remplace les visages, comme un feu qui brûle. Le ciel de ce film est en feu. Tu ne tueras point est un film qui, par sa simple démarche esthétique, qui a été construite à l'étalonnage, qui a été construite à l'impression de la pellicule, et qui a également été construite sur le tournage, parce que, signalons qu'il y a plus de 600 filtres différents qui ont été créés spécifiquement pour ce film par Kieslowski et par son directeur de la photographie, pour créer une image absolument unique. Une image qui semble avoir été détruite par l'histoire même qu'elle entend nous raconter. Car cette histoire, quelle est-elle ? L'histoire de 2 meurtres, je l'ai dit. Mais c'est avant tout l'histoire d'une violence intrinsèque du monde, une violence qui ne conduit qu'à une chose, aux larmes. Et le film se conclut par des larmes avant un fondu au noir, comme si la seule chose qui pouvait éteindre ce feu qui habite l'homme, feu qui embrase le ciel tout au long du film, ça n'est que les larmes. Mais nous avons parlé du noir, nous avons parlé de ce orange brûlé, parlons du vert de cette décrépitude, parce que je vous ai dit que M. Kieslowski, il était pas trop copain, on va dire, avec l'état de la Pologne et l'état de son pays à son époque, et donc il va beaucoup insister là-dessus, beaucoup insister sur la salissure, beaucoup insister sur la putréfaction des villes et des milieux urbains notamment. C'est-à-dire que vous avez un générique qui ouvre ce film, qui n'est composé que de cadavres d'animaux. Donc, soyez prêts, si vous avez du mal avec ce type de violence, il y a une image, un plan sur un chat qui est pendu, d'accord ? Donc, voilà, je veux dire, soyez prêts à voir ce type de choses, mais tous ces éléments, toute cette façon d'abord de nous introduire à ce monde par des animaux morts, par des cafards, par des rats, puis ensuite de venir filmer ces espèces de cités urbaines totalement décrépies où il n'y a pas de sol, il n'y a que de la boue, ça se passe en automne ou en hiver, où cette boue, cette poussière vient impacter les peaux, vient salir les visages, vient salir les regards par la décrépitude du monde qui les entoure, qu'il va venir renforcer cette décrépitude en isolant les personnages les uns des autres, d'abord par le récit, comme on l'a dit, puisque ces personnages ne vont venir s'entrecroiser que par la mort, donc c'est quand même assez sublime de montrer dans une société, les personnages ne peuvent s'entrecroiser que par la mort et la violence, c'est quand même assez magnifique, et qu'ils ne se rassemblent dans leurs différences
qu'à travers ça, que ce soit la mort de l'assassin ou la mort autorisée par l'État, qui donc ne vaut pas mieux que lui. Ça, c'est la totalité de la dénonciation et la cohérence de la dénonciation. Mais surtout, il y a une façon d'incarner cette complémentarité de la violence et cette unicité de la violence en enfermant totalement et toujours les personnages à travers un travail de mise en scène qui est très présent dans toutes les œuvres de Kieślowski, à savoir le travail sur les vitres et sur les portes. C'est-à-dire que systématiquement, toujours et tout au long du film, les personnages sont séparés du monde par des vitres. Ils regardent le monde à travers des vitres. Ils regardent le monde à travers des barreaux qui interviendront donc dans la deuxième moitié du film, mais qui fondamentalement à l'image, en créant un surcadre, sont des vitres. Des barreaux, ce sont des vitres différentes, les vitres de l'État, là où les fenêtres décrépies de ces sortes de HLM, je ne sais pas si on peut les nommer comme ça, sont les barreaux du statut social des personnages. Ces personnages sont enfermés, qu'ils soient libres ou qu'ils soient en prison. Vous ajoutez à ça le ciel en feu, vous ajoutez à ça le destin des personnages qui ne sont filmés que dans une espèce d'inéluctabilité de la violence, et vous ajoutez à ça un petit détail quotidien, à savoir ce petit diablotin accroché au rétroviseur intérieur de la voiture du taxi, et vous avez un film dont vous ne sortez pas, on va dire, particulièrement heureux, n'est-ce pas? Et pourtant, Kieślowski ne se contente pas de nous faire un truc, vous voyez, en gros, la vie c'est de la merde, on va tous crever, quoi. Non, je pense pas que ce soit ça, sa démarche, parce qu'il filme des visages. Et c'est là où on retrouve le documentaire. Parce que jusque-là, on pourrait se dire, oui, on s'ancre dans une perspective mythologique, on s'ancre dans une perspective biblique, le ciel en feu, il y a les évocations à travers des détails et des objets du diable, donc voilà, des figures supra-humaines, on va dire. Mais il revient toujours à l'homme. Il revient au visage, il revient aux souvenirs, il revient aux parcours individuels avec des gros plans, avec des plans rapprochés, et ce que nous voyons, ce sont des hommes qui sont perdus dans un monde qui n'est que violence, et qui eux-mêmes seront soumis à la violence, alors même que cette violence peut prendre la forme de la justice. C'est-à-dire que, je pense, en tout cas moi c'est la façon dont je l'ai vécu, et pour moi c'est cela qu'évoque l'omniprésence du piano, qui est quand même un instrument relativement intime, en tout cas je trouve, surtout comparé au violon, au violoncelle, ou au bois, ou à des instruments comme ça qui sont beaucoup plus cérémonieux, beaucoup plus orchestraux. L'omniprésence de ce piano est une façon de nous ramener toujours à l'intimité de ces êtres qui déambulent dans un monde qui est trop grand pour eux, qui est trop violent pour eux, et y compris et surtout, en tout cas c'est la façon dont le découpage le laisse à penser, avec ces plans rapprochés, ces plans visages sur celui qui va commettre le meurtre, pour lequel finalement nous n'avons que de la peine, y compris lorsqu'il tue. C'est-à-dire que ce moment est triste. Et il est triste parce que... déjà parce qu'il a lieu dans la nature. C'est d'ailleurs la seule scène du film qui a lieu réellement dans la nature. Et le constat de Kieślowski est presque de dire que ce type-là est un enfant, et il tue, et en tuant, il redevient enfant. C'est-à-dire qu'il devient sauvage. Et on pourrait se dire que l'éducation, que l'émancipation, promise quelque part par le Parti communiste s'inspirant du marxisme, devrait justement nous faire sortir de cette sauvagerie, nous faire sortir de ce monde enfantin. Et pourtant, une fois que le meurtre a eu lieu dans la nature, eh bien le meurtre se reproduit, mais dans un environnement aseptisé, dans un environnement d'adultes. Et il n'y a plus que les larmes pour pleurer cet état de fait. Nous avons un film qui pleure l'état de fait du monde, et qui le fait en nous proposant quelque chose de sublime, en nous proposant de contempler un ciel qui brûle, de contempler un monde décrépit qui brûle aussi, et en nous photographiant les visages de ceux qui déambulent en son sein, à la fois donc objet suresthétisé, surtravaillé, mais également documentaire sur la Pologne de l'époque. C'est un film qui fait mal par où il passe, c'est un film qui émeut par où il passe, et surtout c'est un film qui, malgré tout ce que je viens de vous dire, on pourrait penser « ouais, c'est un film très réflexif, c'est un film qui se prend vachement au sérieux », alors que non. C'est un film très simple. C'est un film excessivement simple, ne serait-ce que dans sa dramaturgie, ne serait-ce que dans la façon qu'il a de construire ses arcs narratifs. C'est un film d'une simplicité biblique, de la même manière que le serait une simple parabole.
Et alors, il y a toutes ces qualités-là, mais moi, ce qui me sublime le tout, en fait, ma cerise sur le gâteau, c'est la façon qu'il a de parvenir à faire fusionner tous ces éléments-là et à nous faire un film d'une complexité et que l'on peut extrapoler presque à l'infini en faisant un film aussi simple, et la façon qu'il a de dénoncer quelque chose tout en finalement ne le dénonçant pas vraiment, mais simplement en pleurant de sa constatation. C'est un film total. C'est un poème de fond et de forme, c'est un grand moment de cinéma. Et rien que pour ça, je pense, à travers l'explication que je viens de vous en donner, j'espère vous avoir convaincu de vous frotter à son cinéma, parce que Kieślowski, c'est tout ça. Et c'est tout ça sans avoir l'air de rien. C'est-à-dire que c'est tout ça sans prétention. Et c'est ça le grand, c'est ça le beau, c'est ça le cinéma surpuissant. C'est le cinéma qui n'a jamais la prétention d'être plus que ce qu'il n'est, c'est-à-dire la plus belle chose au monde. Kieślowski a cette pudeur, Kieślowski est suffisamment humble pour savoir se mettre uniquement à sa place et laisser le réel parler lorsqu'il faut que le réel parle, ou au contraire venir l'iconiser, venir le souligner par la puissance esthétique lorsque ça lui semble nécessaire. C'est un film sublime, c'est un très grand réalisateur, et lui rendre hommage dans cet épisode alors que ces films sont disponibles sur des plateformes faciles d'accès, c'était le moins que je puisse faire. J'espère vous avoir convaincu de lui rendre cet hommage en visionnant ses œuvres, surtout que c'est un metteur en scène qui a beaucoup travaillé sur la question du regard à porter sur le monde, donc à votre tour maintenant de porter un regard sur son monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite à me soutenir sur mon compte Patreon, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux pour que l'on continue à parler de cinéma. J'espère vous avoir convaincu et je vous dis à lundi prochain. Continuez à penser, à rêver, à faire des films si vous en faites. Surtout n'oubliez pas, le cinéma est la plus belle chose que nous ayons. Salut tout le monde.